Bienvenue à votre magazine Tribune. Ces grands plateaux vous est offert pour décrypter l'actualité politique comme sociétale, mais aussi pour donner vos avis et considérations. Et pour ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir ici avec nous Monsieur Emery Ochinga. Il est analyste politique, corps scientifique, mais aussi une autre casquette, il est journaliste. On ne veut pas dévoiler, mais bon, il est déjà avec nous sur ces plateaux. Bonjour, Monsieur Emery Ochinga. Bonjour Madame Ranta. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci vous. Tout doucement, Dieu fait grâce. Voilà, merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes en Dico Télévision, l'émission Tribune. Voilà, d'entrée de jeu, nous vivons dans la ville de Kinshasa. Hier, le chef de l'État a inauguré, il y a quelques jours, voulais-je dire, le chef de l'État a inauguré, ou n'a pas inauguré, il a fait la pose de la première pierre pour la réhabilitation de la maternité de Kintambo. Nous sommes à Kinshasa. Vous voyez ces bâtiments vieux plutôt, de 1952. Aujourd'hui, la pose de la première pierre a été faite et c'est le service national avec les anciens Kuluna qui seront chargés de rénover cette maternité qui date de l'époque coloniale. Un sentiment aujourd'hui, parce que quand on parle de Kuluna, c'est vraiment une bombe pour le gouvernement, pour la République et aussi pour nous, la population. Mais aujourd'hui, voir cette transformation, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrée des jeux pour ces anciens Kuluna aujourd'hui qui sont utiles pour la société? Merci beaucoup Madame. Déjà avec le départ des Kuluna à Kanyamaka CC, cela fait que je puisse totaliser avec mon téléphone 2 ans parce qu'il n'a pas été volé comme d'habitude. C'est une opération qui n'a pas coûté au gouvernement congolais beaucoup d'argent, mais qui produit maintenant des fruits palpables pour la réussite du second mandat du chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi d'adresser mes félicitations au général Kassongo, qui, je ne sais pas si c'est lui qui avait initié les projets, mais vraiment c'est une réussite parce qu'on l'a vu vraiment les 2 pieds dedans pour que les Kuluna, qui autrefois nous rendaient la vie dure, maintenant vont travailler pour que les Congolais soient soignés dans de bonnes conditions. Et maintenant, avec le service national, c'est un encouragement et félicitations à ce projet qui réussit, qui a commencé déjà à réussir et maintenant qui continue à réussir. Parce qu'on a vu la cantine des militaires et des policiers qui étaient ravitaillés en maïs il y a quelques années. Je ne sais plus si ça continue les projets, mais au moins on voit que ces enfants aujourd'hui sont utiles. Mais le dommage, c'est qu'il y a les parents qui, quand on vient pour arrêter ces enfants, les parents interviennent pour dire que non, mon fils n'est pas Kuluna, ceci, cela, alors que c'est pour la rééducation. Si aujourd'hui les familles n'arrivent pas à éduquer, parce que moi je pense toujours que ces phénomènes de Kuluna, c'est un problème d'éducation à la base. Ça veut dire que les parents ont failli à l'éducation des enfants et ces enfants qui sont déversés aujourd'hui dans la société causent du tort à plusieurs familles. Donc si l'éducation est ratée en famille, l'État peut se rattraper en leur donnant aujourd'hui une autre valeur aujourd'hui avec cette formation au sein du service national. Oui, madame, quand vous parlez des agitations des mamans qui protègent, la maman, son rôle, c'est toujours protéger son enfant, même si c'est un sorcier, même si c'est un voleur, mais ce n'est pas un comportement à encourager. Moi, je crois qu'il y a la notion de la résistance au changement. Ce n'est pas facile. Et si les mamans savaient que l'idée du gouvernement, c'était de transformer ces Kuluna au service de la nation, et je ne crois pas qu'une maman pourrait s'intercaler pour interdire que son enfant aille à Kanyamaka CC. Moi, je suis de ceux qui pensent que les responsabilités sont partagées. La responsabilité ne revient pas seulement aux parents, mais aussi à la nation. Mais voilà encore le gouvernement qui se rattrape vers la fin, qui transforme les Kuluna aux bienfaiteurs. Aux hommes de bon sens, hein, voilà, qui peuvent aider la société. Voilà, avec la formation. Et par là, il faudra dire qu'il y a aussi l'opération Panthère Noire qui a été lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ça, quelle chance de réussir? Bon, déjà, c'est une très belle initiative. Parce qu'il faudra qu'on se le dise, la sécurité dans la ville de Kinshasa, il y en a partout maintenant, même dans les provinces, mais aujourd'hui à Kinshasa, c'est un phénomène qui gangrène la société, qui tue même, parce qu'on a vu beaucoup de familles qui ont été endeuillées à cause de ce Kuluna. Vous savez, madame, j'ai commencé cette émission sans d'abord vous féliciter
parce que je vous suis toujours et votre émission a un caractère pédagogique. C'est-à-dire qu'après avoir suivi l'émission, les gens retiennent quelque chose de bon. Je crois qu'ici, c'est l'occasion pour moi aussi de donner la différence entre l'opération Kanyamaka CC et Panthère Noire. À la différence de l'opération Kanyamaka CC, ici, avec Panthère Noire, on va jusque dans les domiciles des Koulouna, on les traque, c'est-à-dire qu'on va recruter, je ne sais pas, une nouvelle police, mais des nouveaux agents. Police, hein, parce qu'il y a eu une parade il n'y a pas très longtemps. Il y aura des frais destinés pour ceux-là qui vont aller traquer les Koulouna jusque dans leur domicile. Et puis, moi, je crois que ça vient renforcer l'opération Kanyamaka, c'est ce qui est en grande partie une réussite. On peut dire que d'ici peu, la population quinoise pourra vaquer librement sans être dérangée par ces inciviques. Mais parce que à un moment, je me disais que l'État était débordé par ces phénomènes. Hein. Ça a pris du temps. Moi, je crois que la chaîne de télévision Molière doit continuer de fonctionner. C'est-à-dire qu'on doit avoir toujours des Koulouna parce que après le déversement des Koulouna à Kanyamaka CC, ces magazines n'avaient plus d'actualité parce qu'il n'y avait plus assez de Koulouna. Mais après quelques temps, ça revient chaque matin, chaque 20h30, vous verrez beaucoup de Koulouna à Tchangou, par-ci par-là. Très bien. Il y a un autre dossier qui nous passe en tête, ce sont les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous ne cesserons de le dire, nous vivons à Kinshasa, il est difficile de se déplacer librement, mais aussi c'est le coût de transport qui grimpe selon le gré des conducteurs. Le matin, vous réveillez, vous quittez chez vous, vous atteignez par exemple l'UPEN à 1000 francs. Le soir, vous devez, pour la même course, débourser 2000 francs, voire 3000, 5000. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre entendement, en tant qu'analyste politique, on peut dire que cette ville de Kinshasa est gérée? Au-delà de l'insalubrité et les embouteillages, aussi l'impunité qui ne cesse de gangréner la République démocratique du Congo, pour ne pas parler de la ville-province de Kinshasa, s'ajoute l'inapplicabilité de certains arrêtés, comme celui interdisant la circulation de grands cars, des camions, qui transportent les matériaux de construction et puis les boissons. Vous verrez avec moi, vous allez le constater avec moi, que cela parque n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. C'est une question qui doit être très bien étudiée pour que ça ne puisse plus causer des embouteillages. Vous pouvez vous imaginer que moi j'ai laissé mon véhicule quelque part parce que je devrais être ici à temps. Je devrais laisser le véhicule, peut-être dans un souci de prendre la moto. Pourquoi? Avec tout le risque qu'il y a. Et je l'ai toujours dit même dans mes précédentes analyses que la ville-province de Kinshasa a été construite sous forme d'un entonnoir. Le matin, c'est tout le monde qui va vers la ville où se trouvent toutes les grandes institutions, toutes les ambassades. Et le soir, tout cela rentre pour aller dans des communes que je traite des communes dortoirs, là où les gens partent dormir. C'est une question qui doit être étudiée. On a des scientifiques en République démocratique du Congo, c'est chaque année qu'on sort, des spécialistes en... Mais qu'est-ce que cela font? Qu'est-ce que cela font pour éradiquer cette question des poubelles, des embouteillages? Et la ville-province de Kinshasa a été créée pour 800 000 habitants. Maintenant, nous sommes à, je ne sais pas, 150 000 habitants. Maintenant, les routes ne se sont pas agrandies avec le développement des gens. C'est tout le monde qui croit en province que pour avoir la vie facile, il faut venir à Kinshasa. Alors, prenons des dispositions ici pour qu'ils se retrouvent là où ils sont, pour que nous tous, nous puissions nous retrouver. De là où nous venons, on n'aura pas les besoins de venir ici si nous sommes incapables. Voilà les projets 145 territoires où ça intervient, où on veut moderniser les provinces pour qu'on n'ait plus à se concentrer à un seul endroit. Je suis tenté de parler des détournements qui sont dans tous les secteurs. Mais pour quel but, pour quelle finalité avec les projets de 145 territoires? Donc, les embouteillages, c'est une ville ingérée. Je peux dire comme ça, c'est une ville ingérée parce qu'avec les embouteillages et les poubelles, et tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. C'est comme si la priorité pour celui-là et l'autre là n'a plus rien à faire. C'est vraiment compliqué. C'est une question qui doit être... C'est un échec
Pour moi, Parce qu'il n'y a pas très longtemps, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a eu élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK en sigle. Oui. Nous avons vu à la tête de cette institution, cet organe délibérant, on a porté un autre pasteur. Il s'appelle Honorable Lévi Mbouta, élu de Kimbansiki, un autre pasteur. C'est-à-dire que lui, il est le président de l'Assemblée provinciale. Il est au-dessus même du gouverneur. Nous avons vu, je me demande, est-ce que ces postes-là aujourd'hui est réservé aux pasteurs? Parce qu'on a vu le pasteur Godin Poy qui y était avant cette élection, avant les élections de 2023. Il était là, président de l'Assemblée. Mais avec quel bilan? Parce que quand on voit un homme de Dieu, on s'est dit il y a du sérieux, ils peuvent nous gérer très bien la capitale. Mais le dommage est de constater que, bon, je n'aimerais pas dire, vous êtes analyste, c'est vous qui allez donner votre point de vue là-dessus. Quel est le bilan de ceux qui ont été portés à la tête de la ville aujourd'hui? Parce qu'ils sont à la porte de sortie. Madame, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas essayer la même méthode dans deux situations identiques pour s'attendre aux résultats différents. On avait un pasteur intellectuel. Cette fois-ci, on a encore un pasteur intellectuel. Il était trident, je crois. Il avait plusieurs diplômes. Alors, parce que vous avez dit il faudrait que le scientifique, puisque vous êtes corps scientifique, il faudra que le scientifique étudie la possibilité de voir comment gérer les embouteillages, les insalubrités, tout ça. Il était scientifique aussi. Mais c'est depuis l'accession à l'indépendance que les scientifiques dirigent ces pays. Il n'y a pas de changement. On dit même que ces pays n'avancent pas parce qu'il est toujours conduit par des hommes lettrés, voilà. Je sais que pour passer à la pratique, on doit passer par des théories. Mais comme nos scientifiques ne passent jamais à la pratique, ils sont toujours dans des théories. Moi, je crois qu'on peut faire confiance même à un illettré pour voir cette fois-ci comment ça va marcher. C'est-à-dire on donne la gestion de la chose publique à un illettré. Parce qu'on ne peut pas se prétendre, comme l'avait dit Socrate, on ne peut pas se prétendre connaître quelque chose qu'on n'a même pas encore essayé. On va d'abord essayer, mais pendant quelques temps, avec une illettré, si peut-être ça va marcher. Parce que les intellectuels nous ont vraiment déçus, ils n'ont rien foutu. C'est dommage pour un corps scientifique qui soutient que... faudrait que... Et c'est grâce à cette scientificité qui me pousse maintenant à réfléchir de cette façon, okay. Parce que nous, les scientifiques, nous avons échoué et lamentablement échoué. Vous verrez quelqu'un qui va prétendre avoir, j'ai soutenu ma thèse A, j'ai soutenu ma thèse A, mais sur terrain, il ne fait absolument rien. Sa connaissance ne rencontre pas les désidératas de la population. La ville de Kinshasa, insalubrité, des trous béants sur la chaussée de nid de poule, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, d'ici là, il y aura élection de gouverneur. Quelle chance donnerez-vous à ces candidats gouverneurs qui vont gérer cette ville, vu le bilan qui est, à vous entendre parler, négatif? Parce qu'ils ont échoué. Je crois que moi, je ne vais pas me fier au discours des candidats parce que quelqu'un, quand il cherche le pouvoir, il vient toujours avec un discours séduisant, mais après l'avoir obtenu, il vit dans l'orgueil et ce sont ses enfants qui vont commencer à être riches et faire des troubles partout dans les bars. Moi, je crois que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent, je ne sais même pas comment me positionner. C'est pour ça, madame, vous savez que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais voté. Je ne l'ai jamais fait. Alors c'est un droit, je ne l'ai jamais fait parce que je suis de ceux qui regrettent sérieusement. C'est par rapport à la religion? Ça n'a rien à voir avec la religion, mais j'ai seulement peur de regretter ma voix à la fin. J'ai seulement peur de regretter voter pour quelqu'un qui va prétendre être un candidat. Alors que c'est un droit qui vous a été donné de par la Constitution. Oui, je m'abstiens tout simplement. On dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre et qu'ils s'abstiennent. Moi, je m'abstiens toujours. Je laisse la chance à celui qui est là de faire... votre pays être dirigé à je ne sais qui et vous vous soustrayez et après vous allez déclarer, vous allez... vous plaindre que telle chose n'a pas été gérée parce qu'il faut être partie prenante pour cautionner vos engagements ou pas? Cette position est justifiée du fait que nous, Congolais, nous sommes restés seulement avec le droit de voter et non d'élire. Le droit de voter et non d'élire.
nous avons seulement le droit de voter et non d'élire. C'est-à-dire nous allons seulement exercer ce que les pays, la nation nous demande, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Exercer ses devoirs civiques. Oui, aller seulement voter, mais est-ce que c'est la personne pour qui nous votons qui sort nécessairement? Est-ce que c'est vraiment les résultats? Est-ce que c'est les résultats de mon élection qu'on proclame à la télévision? Ça décourage. Alors, je préfère me retirer et puis, pour lui faciliter la tâche de sortir celui qu'il veut. Et votre destinée sera conduite n'importe comment. Vous n'aurez... ils ne seront pas rédevables à vous. Hein, ce qui est sûr, être rédevable ou pas, j'ai fait de mon mieux, de ma part, pour aider mon pays, tout simplement. Très bien, nous allons avancer, nous allons évoluer. Vous êtes scientifique quand même. Pour avoir décrié le fait, il faudra aussi donner de voies de solution, de proposer quelque chose pour que les choses avancent. Oui. C'est bien de critiquer, mais il faudra donner quelques pistes de solutions. Quelle est la solution? Quels sont les défis? Quels sont le résultat que vous attendriez de la gouvernance de la ville d'abord de Kinshasa? Moi, je crois, je profite ici pour saluer mon professeur, le professeur Casimir Ilunga Kassambay, qui m'a toujours dit, petit, la gestion des routes, la gestion des routes doit revenir au bourgmestre, pas à l'État. Vous voyez cette lenteur dans l'applicabilité de certaines décisions. C'est ce qui fait que les choses puissent traîner. Vous verrez qu'une route sur laquelle les présidents passent toujours, mais la route se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il n'y a personne, parce que ça doit commencer par le gouvernement national, ça va descendre au gouvernement provincial, et puis les ministres qui est dans le secteur. C'est ça qui fait traîner tout ça. Les bourgmestres sont épargnés, alors que ce sont eux qui gèrent au quotidien ces municipalités. Alors, cette gestion doit revenir aux communes qui doivent gérer les routes. Vous verrez qu'on va décompter cette situation. Heureusement, parce qu'on venait aussi de lire les conseillers communaux qui, je crois qu'avec cette législature, ils pourront apporter quelque chose. Nous allons toujours croire. Nous allons toujours croire, même que nous ne sommes pas à l'église. Mais nous allons toujours croire. Nous allons toujours croire. Espérons que ça pourra marcher. Très bien. Parlons élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous le savez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le primaire au sein de l'Union sacrée, qui est composé de plus de 300 membres. Aujourd'hui, Kamere, Mbosso et puis Modeste Bati ont compétit pour le perchoir. Et les résultats ont porté le choix. Tous ont porté le choix à Vital Kamere, qui a emporté avec 183 voix sur le 380 et quelques. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est une victoire déjà gagnée, où le match peut changer à tout moment. Parce qu'il ne s'agissait que de primaire pour choisir d'abord le candidat, et au moment opportun viendra l'élection du bureau définitif. Ça prouve en suffisance que vous avez l'information, parce que vous avez profité de votre plateau pour fixer l'opinion, parce qu'il y a des gens qui interprètent très mal les élections qui ont eu lieu hier. C'est-à-dire que c'est l'Union sacrée de la nation qui a choisi son candidat unique pour les postes de la présidence de l'Assemblée nationale. Un conseil seulement au chef de l'État, j'espère qu'il m'écoute, ses prises de parole, ses positions, tout ce qu'il dit doit être contrôlé, parce que cela peut être interprété de n'importe quelle manière. Le même jour, après avoir été choisi, il avait été reçu par le chef de l'État. Le président ne pouvait pas l'appeler président de l'Assemblée nationale. Il est encore candidat. Est-ce qu'il sait que tout ce qu'il sort là a un pouvoir très important dans notre pays? Il l'a appelé, et vous verrez, bon, c'est peut-être une pièce déjà jouée, parce que Kamere, avant même d'aller le voir, a dit qu'il était le choix du président de la République.
Et ça reste à réfléchir pour Bahati et Mbosso, parce que Kamere l'a dit ouvertement que lui ne s'est jamais présenté comme candidat de la présidence de l'Assemblée nationale. Il était le choix du président de la République depuis déjà 2 mois. Et quand Mbosso et Bahati sont allés voir le président, qu'est-ce que le président leur a dit? Il leur a encore dit de se présenter aux élections pendant qu'il avait déjà son propre choix. Et la victoire de Kamere confirme à suffisance qu'il était réellement le choix du chef. Et cela justifie même, vous avez dit, la pose de la pierre à l'hôpital de Kitambo par le président de la République. Et je ne sais pas si vous avez vu les images. Le visage de Mbosso était toujours froissé et il avait d'ailleurs froidement salué le président de la République. Parlons de ça, les photos sur Kill, sur les réseaux. Ça a créé la chronique, en tout cas sur les réseaux sociaux, la non-sportivité de Mbosso, qui n'a pas accepté cette victoire la victoire de Vital Kamerhe, et ça a fait quand même débat. Vous savez, madame, Modeste Bahati a combien de députés nationaux? C'est une dizaine, une trentaine. Une trentaine. Mbosso il a 63. Et Mbosso qui a une dizaine à 113. Ça reste à réfléchir. Je suis de ceux qui pensent que Kamerhe ne doit pas s'autoproclamer déjà président de l'Assemblée nationale, surtout avec la position de Mbosso après l'élection de Kamerhe. Ça reste à réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai appris des sources informelles, j'aurais appris des sources informelles, que Mbosso et Bahati seraient en train de préparer une coalition pour sortir un candidat indépendant. Donc, on peut s'attendre à tout aux prochaines élections. Sans oublier que ce sont des précisions qu'il faut apporter comme ça à la population congolaise. Sans oublier que Mbosso est encore président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. C'est lui qui va convoquer la plénière pour adopter un calendrier électoral pour maintenant élire un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plénière pour l'élection. Pour maintenant adopter un calendrier électoral pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. On peut dire qu'il y a encore des surprises. On peut s'attendre à tout. Ils vont peut-être nous surprendre. Bon, mais la surprise là, c'est aller à l'encontre de Vital Kamerhe. Pas de Vital Kamerhe, mais c'est lui qui a choisi Vital Kamerhe. Parce que nous avons suivi Bahati de la sortie, il a toujours précisé sa loyauté au chef de l'État. Est-ce que le passé de Vital Kamerhe, il a été cité dans les procès 100 jours, bien qu'il a été blanchi, mais est-ce que le Quinois aujourd'hui, ou les Congolais, parce que ça engage la République, l'Assemblée nationale, c'est les représentants de la RDC tout entière, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Vital Kamerhe a cette place-là dans le cœur de Congolais pour avoir été cité dans des dossiers judiciaires et tout. Madame, vous savez, les Bahati, les Mbosso, les Kamerhe ont dirigé depuis Mobutu. Il y a mon grand frère Cresibé. Je rappelle que Mbosso a 82 ans d'âge. Il y a mon grand frère Cresibé qui disait toujours que le Congo, c'est le seul pays dans lequel un jeune peut voir ses rêves se réaliser à travers un vieillard. C'est toujours comme ça. On ne change rien. Vous savez, l'ancien Premier ministre veut maintenant se représenter comme président du Sénat. C'est-à-dire ce sont eux qui vont seulement commencer à circuler. Il y a aussi Bahati Lukwebo qui serait aussi candidat sénateur. On a comme l'impression que les institutions de la République n'appartiennent qu'à une certaine classe de Congolais. C'est vraiment regrettable, madame. C'est vraiment regrettable. Et même la nomination du Premier ministre de la République française n'a rien donné comme leçon à la République démocratique du Congo avec les mêmes personnes. Avec quel bilan? Moi, je ne suis pas contre Kamerhe. Mais Kamerhe, avec quel bilan au ministère de l'économie? Quel bilan? On parle de son bilan à l'Assemblée nationale entre 2006 et 2009. Non, on parle de son poste
poste, on doit parler de son poste restant. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez suivi les propos même d'Embosso avant les élections? Il dit, les députés nationaux, vous avez intérêt à voter pour ma personne parce que lorsque je suis venu, je vous ai trouvé avec les salaires de 4 000 $. Vous savez combien vous touchez? Il était incapable de dire les montants que touchaient maintenant les députés nationaux parce qu'ils seraient lapidés même par ces Congolais. Ces montants, je me souviens, quand il a été dévoilé par Délice Essanga à causer de problèmes, il a même, il aurait même manqué il serait même, il y a eu des problèmes à l'Assemblée nationale pour avoir dévoilé seulement le montant de 21, ce n'est pas un secret, 21 000 $. Il y a eu des problèmes, il a même été convoqué dans une commission pour l'entendre, pour dire pourquoi il a dévoilé tout haut. Alors qu'on veut aujourd'hui réduire le train de vie de politiciens pour qu'il y ait équilibre dans la société des Congolais. Vous savez, madame, on n'est pas, en fait, on ne devient pas leader, on est leader. Moi, je crois que l'ancien président de l'Assemblée nationale a juste manqué l'occasion de se taire. Parce que parler du montant, du salaire des députés qu'il a, pendant que la population est en train de croupir dans la misère, moi, je crois que c'est cracher sur les Congolais que nous sommes. Et je suis de ceux qui pensent qu'il devrait seulement partir. C'est bien qu'il soit parti. Prendre sa retraite. Oui, oui. Je suis en train de rédiger une proposition de loi pour que les acteurs politiques puissent aller en retraite. Non, mais ça ne peut pas... déjà, parce que la constitution est claire déjà. Vous savez que votre émission est tellement suivie, ils vont voler cette idée. Je ne vais pas dévoiler, je suis encore en train de rédiger, sinon les téléspectateurs vont voler mon idée. Parce que je suis en train vraiment de rédiger ça pour proposer à l'Assemblée nationale. Bien sûr, les vieux qui sont à l'Assemblée nationale ne voudront pas que cela puisse passer, mais je vais vraiment travailler pour que cela puisse passer. Voilà, en parlant de leaders, de partis politiques, des autorités morales, il y a Judith Souminois, Premier ministre de la RDC, qui, lors de ses consultations, a même demandé qu'elle ne composera pas son gouvernement avec les leaders de partis politiques. Madame, je ne suis... Là encore, il y a des problèmes parce que les enfants de ces leaders-là sont membres de partis politiques et leurs épouses. Si eux ne sont pas membres du gouvernement, ça sera maintenant le tour de leurs épouses et leurs enfants. Madame, je ne suis pas prophète, mais dans mon passage récent à Vendredi Presse de HVTV, j'avais dit ça. J'avais déjà dit que je ne vois pas Madame Judith en train de bien travailler avec, comme vice-premier ministre, Bemba, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi. Vous vous imaginez, Madame Judith inviter en urgence Jean-Pierre Bemba? Est-ce que vous vous imaginez ça? Non, mais compte tenu du poids politique, Madame Judith n'est pas du tout politique. Elle est technocrate. Elle n'est pas du tout politique. Elle est technocrate. Vous ne la verrez pas dans les sorties médiatiques. Sama Lukonde est technocrate. Matata Ponyo est technocrate. Mais avec quel résultat? Mais moi, je crois que cette façon de voir les choses... On vote quand même Matata Ponyo pour son truc de macroéconomique, tout ça, on l'a vanté. Quand même, il a bien géré quand même à son époque. On a su réduire le dette, Mozito également. Bon, moi, je crois que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila n'ont aucune leçon à donner à la population congolaise. Espérons avec Madame, déjà, elle a une vision de... Donc, vous pensez que Madame Judith Souminois aura du mal à travailler avec ces caciques de la politique? Et elle doit me remercier pour ça, parce que j'étais le premier à les dénoncer à la télévision, que je la vois très mal travayer avec des grands Ngolo, comme on les appelle, comme Peter Kazadi, qui voit... Elle aura la signature, elle peut à tout moment démettre de leur... Non, mais quand quelqu'un est capable de voir le président de la République à temps et à contre-temps, à l'insu même de la dame, c'est que ça ne va pas bien marcher. Elle doit avoir les contrôles sur tout cela. Et vous lui suggérez quoi? De continuer avec cette option-là, que les leaders des partis politiques ne se représentent pas. On doit quand même changer la classe politique. Ça sera le tour de leurs épouses et leurs enfants. Bon, si leurs militants acceptent que leurs épouses...
Mais les pauvres militants, ils ont un mot à dire parce qu'on a vu lors des élections, on a vu des gens se soulever. J'ai vu des gens, mon ami Médard Kankolongo, s'est soulevé contre Bahati Luko parce qu'il s'est représenté dans l'AFDC et allié. Il s'est levé, il a dit que c'est lui qui avait emporté, pendant que c'était le nom d'un des neveux de Bahati qui avait été proclamé élu. C'est tout ce qui fait que la République démocratique du Congo tarde à décoller. Parce que les jeunes que nous sommes toujours flatteurs. La République des enfants depuis le début de cette émission... On ne voit plus les compétences. Ce sont maintenant les membres de famille qui doivent aussi se réjouir, qui doivent aussi se retrouver autour du gâteau qui est le Congo. Et Madame Judith qui dit, parce que l'ancien gouvernement, c'était le gouvernement des warriors. Moi, je m'attendais à un gouvernement de Gaulois, mais contrairement à mes idées, c'est le gouvernement des compétences professionnelles. Espérons, avec ce gouvernement des compétences professionnelles, si ça va décoller. Et quelle taille voudriez-vous que ce gouvernement ait? Parce qu'on a vu avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est Vinci ministère, juste. La République démocratique du Congo a la dimension continentale avec tous les défis sécuritaires, les défis sécuritaires et sociétaux. Moi, je crois que on va revoir le gouvernement. On doit faire des fictions dans certains ministères pour éviter qu'on ait beaucoup plus de ministres, éviter qu'il y ait beaucoup plus de détournements comme les détournements sur les forages et les lampadaires. On en parle, dans les 5 minutes qui nous restent, on en parle, le dossier sur la surfacturation. Ça fait aussi aujourd'hui couler beaucoup d'encre et salive. On cite même le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Vous savez, madame, même pour le FARDC, nous parlons toujours de l'infiltration. Mais le Congo devrait étudier pour une opération d'exfiltration. C'est-à-dire que les détournements nous tombent toujours dessus. On n'a pas des organisations pour anticiper. Quand on parle de 100 millions de dollars, les gens prennent ça à la légère. Le Congolais est incapable de vivre avec $1 par jour. Vous savez, les fonctionnaires ont maintenant du mal à joindre les deux bouts du mois parce qu'on doit sortir l'effort de guerre. Mais cet argent-là, le président de la République, pour son second mandat, il a promis à la population congolaise de l'électricité et de l'eau. Non, mais si on ne peut pas politiquement réussir, mais même pour les sociales du Congolais, le bois, les manger, l'eau, l'électricité, on doit détourner. Mais moi, je crois que cette classe politique doit disparaître, doit vraiment entièrement disparaître. Et que faire de personnes qui sont citées dans ce dossier de surfacturation? Moi, je crois que la justice, même que le président de la République... Mais jusque-là, en tout cas, aucune démarche, aucune... Non, madame, la justice s'est déjà saisie de la situation. C'est une situation plutôt des personnes physiques aller prêter, comment on dit... Porter plainte? Porter plainte contre Nicolas Kazadi. Oui, parce qu'il y a déjà la clameur publique. La justice ne devrait pas normalement attendre que quelqu'un aille porter plainte parce qu'il y a déjà la clameur publique. Mais revenons sur cette... comment on appelle ça? Détournement. Revenons sur le détournement, alors que nous avons l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF a toujours existé. Depuis l'époque des Kabila, l'IGF existait. Mais aujourd'hui, l'IGF, l'inspection a une nouvelle... a un nouveau visage, on le voit en tout cas en train de traquer, mais malheureusement dans le dossier, pareil, aujourd'hui c'est difficile. Moi j'ai connu des amis qui avaient des problèmes, qui attendaient quelque chose du ministère de décaissement, de leurs frais, mais aujourd'hui qui n'ont pas eu gain de cause parce qu'on dit que l'IGF cogère avec les entreprises du portefeuille, cogère avec le ministère aujourd'hui. Mais comment expliquer, pendant qu'aujourd'hui, si un ministre veut décaisser ou les entreprises, le DG demande de l'argent, on dit qu'il faudra attendre l'aval de l'IGF. Mais où est passé l'IGF quand il y avait surfacturation dans ces dossiers lampadaires et fourrages? Moi, je crois que tout ça, ça reste... Est-ce que c'est l'IGF qui a failli? On peut le dire qu'aujourd'hui, l'IGF est complice dans ces dossiers ou comment?
Non, si l'IGF était complice, il n'allait pas plutôt donner les rapports des enquêtes. Moi, je crois que depuis les temps de Mobutu, il n'y avait pas assez de détournements. Peut-être que cela se faisait pendant le temps de Kabila, mais il n'y a personne qui dénonçait. Parce que ça, là, on en a vraiment marre avec les détournements dans presque tous les secteurs. Même dans le secteur des finances, partout, il y a des détournements dans chaque secteur. Il y a des détournements, mais l'IGF est en train de travailler. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit accorder beaucoup de moyens à l'IGF pour qu'il puisse faire vraiment son travail. Parce que si un inspecteur est dépourvu de moyens, il sera facilement corrompu et c'est vraiment regrettable pour la République démocratique du Congo. Très bien, Emery Ochinga. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Une dernière question. Il s'agit de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour le dialogue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a aucune leçon à donner à la population congolaise. Ce n'est pas maintenant. C'est une situation qui concerne la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo qui trouvera solution à ces problèmes. Nous ne voudrions pas avoir l'ingérence des Nations Unies, de l'Union européenne, parce que depuis là, ils sont là, ils n'ont presque rien foutu. C'est maintenant qu'il va appeler Kagame, pendant que l'Union européenne va signer un contrat pour l'exploitation des minéraux avec le Rwanda. Rwanda, quel minerai? Pour signer un contrat avec l'Union européenne. Et c'est aujourd'hui, après avoir signé tout ça, après avoir pillé la RDC, et il va maintenant appeler pour... Non, 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 nous n'avons pas besoin de ça. La RDC va trouver des solutions à ces problèmes. Et ces solutions viendront d'où? Seulement de la RDC. C'est-à-dire qu'il arrivera... Solutions militaires, diplomatiques? Jusque-là, nous accordons le temps au président de la République qui voudrait trouver solution diplomatiquement. Si ça ne tient pas, là, nous serons obligés de prendre des armes pour... Oui, parce qu'on n'aura plus le choix. Avec l'infiltration au sein de l'armée. C'est ce qui pose toujours problème. C'est pourquoi la levée du moratoire de pendaison de la peine de mort pour ceux qui vont trahir la République démocratique du Congo, ceux qui s'insurgent contre cette option, Yongou Roche, ça donne à réfléchir. Très bien, merci beaucoup, monsieur Emery Ochinga. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci à nos téléspectateurs qui sont très nombreux en train de nous suivre. Je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.